Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce 6h30. Les chefs d'entreprise françaises désiraient d'investir en Côte d'Ivoire. Regroupés au sein du mouvement des entreprises de France MEDEF, ils ont échangé avec le Premier ministre ivoirien sur les opportunités d'investissement dans le pays. Daniel Cablon-Duncan est à Paris où il prend part aux rencontres de l'Africa 2016, un rendez-vous économique. Hamza Diaby. Journée de jeudi chargée pour Daniel Cablon-Duncan. Après avoir pris part ce 22 septembre à l'ouverture des rencontres Africa 2016, le Premier ministre a accordé une dizaine d'audiences à des responsables d'entreprises françaises spécialisées dans divers domaines intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Juste après, cap sur le siège du MEDEF où l'attendent les patrons d'entreprises privées françaises. On voudrait pouvoir accélérer effectivement la pénétration dans votre pays d'un certain nombre de technologies représentées par des entreprises de taille moyenne, des PME. La présence des grands groupes est bien sûr celle que vous connaissez le plus couramment, mais nous avons aussi des savoir-faire, en particulier représentés par les PME, qui accompagneront le développement de la Côte d'Ivoire. Des compétences pour investir en Côte d'Ivoire et offrir des emplois aux Ivoiriens, c'est là tout le souhait du Premier ministre, surtout que le pays est au mieux de sa forme avec un climat des affaires favorable. Ces résultats ont été obtenus grâce à d'importantes réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer le climat des affaires, la compétitivité de l'économie, la gouvernance qui constituent les priorités de l'action gouvernementale en faveur du développement du secteur privé principalement. L'ouverture du tribunal de commerce d'Abidjan en octobre 2012, l'adoption récente du projet de loi relatif à la création d'un cour d'appel du tribunal de commerce, la diminution donc des coûts, la simplification et la dématérialisation des procédures administratives dans de nombreux domaines figurent parmi les acquis des réformes engagées. Le Premier ministre évoque également les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020. Et en termes de performance ces dernières années, il en a rappelé quelques-unes, notamment le classement 2 années consécutives dans le top 10 mondial des pays réformateurs du climat des affaires, selon le rapport Doing Business. Ici, en Côte d'Ivoire, la loi sur la zone franche sera intégralement appliquée. C'est l'assurance donnée par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobenan Kwasi Adjoumani était en visite à l'usine de transformation de thon en conserve. Sidonie Davila. Premier port thonier d'Afrique et deuxième exportateur vers l'Europe, la Côte d'Ivoire reste une des plaques tournantes de l'industrie thonière mondiale. Et pourtant, août 2016, une des conserveries de la filière, la société Pêche et Froid met la clé sous le paillasson, plus de 1000 emplois perdus. Deux entreprises restent encore actives dans le secteur, bravant les difficultés liées à des insuffisances dans l'application de la loi sur la zone franche. La situation n'est pas désespérée. C'est vrai que l'État, pour encourager le secteur, a mis en place une loi qui est la zone franche, mais malheureusement, toutes les dispositions de cette loi-là ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, l'État reste de voir, qui concerne Air Côte d'Ivoire, près de 2 milliards de francs CFA, ce qui pèse dans votre trésorerie. Il faut que l'État joue sa partition pour aider l'entreprise à remonter la pente. Ce que réclament les conserveries de thon dans l'application de cette loi sur la zone franche, ce sont les exonérations sur les importations de matières premières et un abattement de 50% sur leur consommation de fioul, d'électricité, d'eau et de téléphone. En visite dans l'une de ces entreprises, Castelli, devenue Aeron, le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure. Le Premier ministre a déjà instruit tous les ministres qui sont concernés par l'application de la loi à faire des efforts de sorte que les sociétés puissent vraiment mieux se comporter. Vous avez vu l'enthousiasme des femmes qui sont heureuses de nous accueillir et qui ne demandent qu'à pouvoir vivre du fruit de leur travail. Et pour que cela se fasse, il y a lieu quand même que l'État, qui est redevable à ces sociétés-là, vienne les soutenir. Concernant les dettes, Kobenan Kwasi Adjoumani informe qu'une partie a déjà été remboursée par l'État. Il y avait des dettes qui étaient cumulées avant que le président Alassane n'arrive au pouvoir. Et
Dès que le président est arrivé, nous avons pu payer 6 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le secteur tonnier emploie plus de 3 000 personnes de façon directe et près de 70 000 personnes de façon indirecte. La filière continue d'attirer des investisseurs, mais des difficultés d'approvisionnement sont annoncées. Au large, certains bateaux, notamment asiatiques, ne respectent pas les conventions et refusent de livrer en Côte d'Ivoire une partie de leur pêche. Parlons cohésion sociale, le retour de tous les exilés de la crise post-électorale. C'est ce que veut le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le bureau Afrique de cette institution a planché sur le sujet avec le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Michel Digri. Ils étaient 300 000 Ivoiriens exilés après la crise post-électorale de 2011. Ils ne sont plus que 30 000 en 2016. Pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, le résultat est satisfaisant. Mais tant qu'il y aura un Ivoirien exilé, la ministre Marietou Koné sera à la tâche pour les faire revenir. C'est le message qu'elle a passé à la délégation du Bureau Afrique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le chef de la délégation du HCR, lui, a voulu savoir un peu plus sur les conditions de vie des exilés déjà rentrés au pays. Qu'est-ce que Madame la ministre de la Solidarité fait en accord avec le gouvernement pour que ces réfugiés se sentent vraiment bien accueillis? Par exemple, les fonctionnaires d'antan, est-ce qu'ils sont réintégrés? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et ainsi de suite. La ministre répond aux préoccupations de la délégation. Une fois que ces personnes sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de sécurité puisque ces personnes circulent librement. Il n'y a pas de problème d'intégration socio-économique puisque vous avez vu les fonctionnaires, tous les fonctionnaires qui sont rentrés reçoivent leur certificat de réintégration à la fonction publique. Donc ce sont des citoyens comme tout autre. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ils utilisent les canaux comme tout Ivoirien via le ministère de l'Entrepreneuriat, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, pour trouver un emploi comme tout citoyen ivoirien. La ministre Marietou Koné a annoncé des missions prochaines dans d'autres pays de la sous-région où vivent encore des Ivoiriens exilés, notamment en Guinée et au Libéria, 2 pays dont les frontières avec la Côte d'Ivoire étaient fermées du fait de l'épidémie de la fièvre Ebola. Dans le domaine de l'éducation, les élèves du secondaire ont été invités à s'inscrire en ligne avant la rentrée des classes, mais des problèmes demeurent. Plus d'une semaine après le démarrage des cours, des élèves ne retrouvent pas leur fichier en ligne. Parga Sorokoni. Dans les locaux de la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques DPS du ministère de l'Éducation nationale, certains élèves et parents d'élèves sont assis, d'autres debout. Nous sommes au plateau à la tour D, au 23e étage. Le motif de leur présence, trouver une solution à leurs problèmes liés aux inscriptions en ligne dans les établissements privés. On a un véritable problème avec l'inscription en ligne de mon frère. Il a fait la classe la première A l'année dernière. Il veut aller s'inscrire, faire l'inscription en ligne. Lorsqu'il s'inscrit, ça sort qu'il a fait l'année dernière la classe de 3e. Ma fille est affectée dans une école privée par l'État et je n'arrive pas à l'inscrire en ligne. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques pointe du doigt les responsables des établissements scolaires privés qui refusent de remonter les résultats trimestriels de leurs élèves à la DPS. Les parents que vous voyez dans les locaux, pour la plupart, viennent pour juste signaler que malheureusement, quelque part dans la chaîne de remontée des données, il y a des informations qui n'ont pas été faites par les établissements, mais il faut dire en général ce sont les établissements privés. Les responsables de la DPS assurent et invitent élèves et parents d'élèves à faire leurs inscriptions en ligne auprès des opérateurs agréés par le ministère de l'Éducation nationale, ce en vue d'éviter les désagréments constatés. Je voudrais les rassurer que les problèmes qui ne relèvent pas de leur faute, nous les rassurons que nous sommes là pour les résoudre au fur et à mesure. Chaque parent peut faire son inscription sans intermédiaire. Et malheureusement, nous trouvons encore des parents qui se sentent obligés de se rendre dans des cyber, dans des points qui sont supposés agréés. Nous n'avons agréé aucun point pour faire des inscriptions en ligne. Approchés, fondateurs et directeurs des écoles privées apportent des précisions. Il y a des enfants qui viennent s'inscrire, il y a des difficultés, il y a les retards dans l'inscription en ligne. Et là, on voit les parents vers la DSPS
pour qu'on puisse régulariser la situation des enfants. Il y a des élèves qu'on doit actualiser, c'est-à-dire ces cas-là, 2 ans, 3 ans. Et puis il y a les cas de rattrapage, c'est-à-dire des élèves qui étaient dans d'autres établissements et dont les moyens n'ont pas été validés. Et dans ce cas, lorsqu'on fait l'inscription en ligne, ils sont dans les classes inférieures. Certains responsables d'établissements scolaires privés, quant à eux, souhaitent une prolongation de la date limite des inscriptions en ligne qui prend fin ce vendredi 23 septembre. On souhaiterait que les gens vraiment prolongent, même jusqu'en décembre, janvier, même voire janvier, on va régler tous les programmes. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à plus de responsabilités pour une rentrée scolaire 2016-2017 réussie. En santé, une campagne de sensibilisation a été lancée. Elle vise à attirer l'attention sur les dangers que représente la tension artérielle. Les explications d'Éric Goury. Campagne de sensibilisation suivie de prise de tension artérielle dans la commune d'Abobo, en prélude à la journée mondiale du cœur prévue le 29 septembre prochain. L'objectif est de dépister les personnes ayant les tensions très basses et très élevées afin de pouvoir les prendre en charge. Ici, sous cette tente, les patients sont pesés. Après cette étape, ils se retrouvent devant les infirmiers pour la prise de tension. Lorsque la tension est normale, le patient reçoit une trousse contenant des brochures d'informations pour maintenir sa santé. La dame m'a dit que j'étais vraiment bon. Bon, les bonnes pratiques alimentaires, c'est-à-dire d'abord manger sain, moins gras, moins sucré, et pour aussi faire régulièrement de sport. Pour ceux qui n'ont pas une tension normale, ils sont immédiatement conduits devant les médecins pour leur prise en charge. En fait, ce qui arrive chez nous, c'est ceux qui ont exactement une pression artérielle qui est au-dessus de la moyenne, de la normale. C'est-à-dire qu'ils ont une pression qui dépasse 135 en systolique et puis 80, on a mis là-bas 85 ici en diastolique, c'est-à-dire le second chiffre là. Oui. Exactement. Donc une fois que ça dépasse là, on envoie vers nous les cardiologues pour pouvoir soit les prendre en charge, soit leur donner des mesures hygiéno-diététiques afin de pouvoir mieux suivre leur pression artérielle. Le plus important, c'est de venir très tôt pour se faire dépister. Une fois que tu es vite pris en charge, je crois que tu évites les risques. Cette campagne de sensibilisation et de prise de tension artérielle est l'œuvre de la fondation ICEA. Elle va durer 1 semaine et va sillonner plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Hors de la Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle du Gabon a rendu dans la nuit du vendredi 23 septembre au samedi 24 septembre son verdict. Elle a proclamé Ali Bongo Ondimba vainqueur de la présidentielle, confirmant ainsi sa réélection avec plus de 50% des suffrages exprimés contre plus de 47% pour son rival Jean Ping. Avant cette délibération de la plus haute juridiction, la décision, les Gabonais attendaient avec impatience la décision qui serait prise à la suite du recours déposé il y a 15 jours par Jean Ping pour obtenir un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué. Toujours à l'étranger, le Maroc a demandé formellement à rejoindre l'Union africaine. Le Royaume avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission à l'OUA du Sahara occidental. Charlotte, une ville de Caroline du Nord sur la côte est des États-Unis, est sous tension depuis 4 jours après la mort d'un homme noir mardi tué par un policier. Depuis lors, les nuits de cette ville de 800 000 habitants étaient marquées par les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, mais celle de jeudi à vendredi a été plus calme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.